2012, si j'ai gagné, c'est pas parce que j'avais un programme étincelant. C'est sans doute parce que mon prédécesseur avait échoué. Des confidences surprenantes de la part d'un président qui bat depuis des mois des records d'impopularité, mais s'agit-il d'aveux tardifs ou d'une stratégie de communication? Le président a-t-il changé depuis la nomination de Manuel Valls à Matignon? Et comment réagit-il face aux difficultés qui se multiplient suite à ces deux échecs, notamment aux municipales et aux européennes? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, un président dans la tempête. Avec nous 4 invités. Bonjour. Robert Zarader, communicant et ami également de longue date de François Hollande. Stéphane Rosès, politologue, fondateur de l'agence CAP. Alors vous aviez-vous conseillé François Hollande, il fut un temps pendant sa campagne présidentielle de 2012. Nathalie Segonne, journaliste politique à l'Opinion. Et enfin Laurent Bouvet, professeur à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Vous avez travaillé notamment sur la manière dont la gauche s'adresse au peuple. Il en sera question dans 2 minutes. Mais d'abord, la manière dont François Hollande s'est adressé aux journalistes, entre autres. Il s'agit d'une petite phrase assez étrange, prononcée lors d'un déplacement récent en Géorgie. Alors c'est le tout début de son discours. La caméra a eu un petit retard à l'allumage. Au début, il n'y a que le son. Mais écoutez, on va commenter et vous faire réagir. C'est une phrase assez surprenante. Donc je termine mon voyage. Je suis parti il y a déjà plusieurs jours. Je ne sais pas si en France on s'en est aperçu, mais enfin, moi j'ai eu un déplacement qui d'abord m'a conduit en Azerbaïdjan, où il y a un développement économique dans lequel la France veut prendre sa part. Voilà, je ne sais pas si en France on est rendu compte. Alors c'est une blague évidemment, enfin, on imagine, mais c'est vrai que c'est assez étrange à la bouche d'un président qui vient de nommer un nouveau Premier ministre, qui est très très actif. Alors je voulais savoir comment vous la compreniez. Tiens, Laurent Bouvet. Ça fait partie à la fois du côté extrêmement sympathique de François Hollande, qui est reconnu par tous ceux qui l'ont fréquenté de près ou de loin, les journalistes, les responsables politiques, etc. Et puis en même temps de son problème de ce qu'on pourrait appeler de son problème de présidentialité. C'est-à-dire que là, on a vraiment en une petite phrase tout. C'est pas président, quoi. Ça fait pas président. Tout l'enjeu. Il est dans une fonction, en plus là, à l'étranger, dans un discours officiel, donc dans une fonction d'incarnation. Et comme il a beaucoup d'humour, et effectivement, et il ne va pas être président sans humour parce que en cachant l'homme qu'il est. Bon. Et il laisse aller. Donc ça fait partie depuis le début des problèmes. Je crois que ça ne se résoudra pas. Et alors pourquoi, Nathalie Segonne, vous y étiez lors de ce déplacement? J'y étais. Voilà, vous y étiez à ce moment-là. Alors est-ce qu'il y a des éléments de contexte et est-ce que vous avez appris pourquoi il disait cette phrase? Est-ce qu'il y a une allusion à Manuel Valls aussi? C'est un peu à lui qu'on pense, non? Alors effectivement, ça fait partie aussi de l'immense capacité d'autodérision de François Hollande qui est toujours très surprenante pour un président de la République. Enfin, alors le contexte, évidemment, c'est François Hollande, il n'aime pas les voyages. Il en est là à son 3e jour. Il est loin. Nous, quand on le voit à la fin du voyage, je dis alors, ça fait 3 jours, c'est long. Hein. Enfin, il a une petite phrase comme ça, du style. Il est temps que ça se termine, on va bientôt rentrer enfin. On sent que ça lui pèse et il sait très bien que depuis quasiment un mois depuis qu'il a été nommé, toutes les caméras sont braquées sur Manuel Valls qui prend toute la lumière. Et ça l'embête. Et lui, ce voyage-là, honnêtement, a été pourtant beaucoup suivi par TF1, France 2, BFM, etc. Et il y a eu il a été très peu répercuté en France. Il y a eu très peu de sujets, comme on dit, sur les chaînes de télévision. Donc il sait tout ça. C'est tout ça qui est dans cette petite phrase. Voilà. D'accord, ok. Donc un peu. La capacité d'autodérision qui est. Ouais, donc un peu d'amertume quand même. Robert Zarader, vous qui connaissez bien François Hollande, vous pensez que là c'est un peu d'amertume qui parle aussi Je crois que pour ce qui vient d'être dit, c'est surtout une composante très forte de sa personnalité. Je crois qu'il y a aussi une dimension finalement de très forte résistance. C'est-à-dire que, en l'occurrence, il est aussi capable d'avoir ce type de phrase, malgré, comme vous l'avez souligné en introduction à nos échanges d'aujourd'hui, sa popularité, les crises auxquelles il est confronté. Donc c'est aussi une façon d'être qui est importante en termes de communication. Stéphane Rosès, un petit mot? Oui, c'est une façon d'être, mais qui pose problème. Je reprendrai ce qu'a dit Nathalie Segonne. La plupart des observateurs montrent
que les interventions de la France sous François Hollande sont de qualité et que sur les dossiers internationaux, la France existe. Et effectivement, on peut s'étonner c'est ça, du elle manque... existe à l'international, mais en France, on s'en rend pas compte. On peut s'étonner qu'en France, dans les médias, dans l'opinion, chez les experts, ça ne soit pas mis en valeur. Et c'est là où il y a un lien avec le nouveau Premier ministre Manuel Valls, c'est que Manuel Valls, lui, spontanément, il agrège, de ce point de vue-là, il ressemble un peu à Nicolas Sarkozy, l'action et la communication. Et son mot d'esprit peut montrer qu'il y a une conscience, en tout cas un danger chez lui, c'est que Manuel Valls s'intercale entre lui et les Français. D'accord. Car le sujet des je Français... ne sais pas si tout le monde s'en est rendu compte, du genre, je ne suis plus en communication avec les Français. Mais là, c'est un danger parce que le sujet des Français, c'est François Hollande, c'est pas Manuel Valls. Et il ne faudrait pas que Manuel Valls s'intercale entre lui et les Français. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette sortie, elle est d'autant plus surprenante. Surprenant sera peut-être le mot de l'émission, que quelques jours auparavant, on célébrait, pas en grande pompe, mais enfin, il y avait quand même les 2 ans de François Hollande à l'Élysée. Et pour cela, il avait fait une intervention, pour le coup, pas mal relayée à la télévision, sur RMC, BFM, avec effectivement des confidences, là encore, surprenantes. On les revoit. 2012, si j'ai gagné, c'est pas parce que j'avais un programme étincelant. C'est sans doute parce que mon prédécesseur avait échoué. C'est parce que les Français savaient bien quelle était l'ampleur de la crise. Je veux que ce quinquennat puisse être un quinquennat de réforme et de changement. Que nous allions le plus vite possible. Je n'ai rien à perdre. Je vous le dis franchement. Vous n'avez plus rien à perdre. Je n'ai rien. Plus rien à perdre. Mais ce qui compte, c'est que le pays est tout à gagner. Moi, je n'ai rien à perdre. J'ai été élu par les Français. C'est un honneur considérable qui m'a été fait. C'est une chance formidable qui m'a été donnée. Donc pendant toutes les années, pendant chaque minute de mon mandat, je vais me battre pour que la France réussisse. Je n'ai pas d'autre objectif. Voilà, bon après il se rétablit, mais il y a quand même 2 phrases très surprenantes concernant son programme, et lorsqu'il a été élu, et puis ce « je n'ai rien à perdre ». Robert Zarder, selon vous, est-ce que c'est des choses, on s'interroge quand on voit ça, on se dit est-ce que c'est des choses qui lui échappent là aussi, ou est-ce que c'est quelque chose de mûrement réfléchi, en se disant ça fait 2 ans, j'essaye d'avoir un nouveau départ, c'est ce qu'on peut penser? Je crois que c'est quelque chose qu'il avait déjà indirectement prononcé quelques semaines avant à Clermont-Ferrand, puisqu'il avait dit, je ne me souviens plus des termes exacts, mais qu'en tout état de cause, s'il ne réussissait pas, il ne serait pas en situation finalement d'être candidat à sa succession. Oui, donc je crois que c'est la même. Doit être jugé en 2017. C'est la même logique. Je crois que ce qu'il exprime aussi, ce qui est important, c'est un rapport au temps, et un rapport au temps qui est difficile, parce qu'il s'exprime sur effectivement un quinquennat, mais 2 ans après le début de ce quinquennat, avec quand même le sentiment que dans l'opinion, les Français ont une certaine attente, une impatience, que cette impatience, il n'y a pas, en tout cas en termes de perception, répondu, même si des choses ont été faites. Et donc, il est dans une course contre la montre aussi. Donc, il y a aussi cette dimension-là. Après, la forme et de la manière dont il le dit, elle est y compris naturelle au début, parce que on ne peut pas considérer qu'une élection et une élection présidentielle au second tour se gagne aussi sur les défaillances et les limites de l'autre. Donc je crois que c'est curieux de dire ça à ce moment-là quand même. Ça n'est pas curieux de dire ça à ce moment-là, parce que je pense que François Hollande, objectivement, il a une envie de vérité sur les sujets. Et donc là, en l'occurrence, il dit aussi des choses qui sont quand même dans la bouche et les écrits, au-delà de l'air du temps, dans les analyses qui ont été faites de l'élection 2012. Oui, vous dites non, vous faites non. Non, ce serait trop long de revenir sur les raisons profondes de la victoire de François Hollande. Non, on ne va pas refaire le débat. Mais en tout cas, je ne crois en rien que François Hollande ait été élu parce que Nicolas Sarkozy était un peu impopulaire. Je crois que l'attitude de François Hollande, qui était un mix de réalisme et de sérénité, semblait dire au pays qu'il était possible de sortir de sa crise sans renoncer à ce qu'il était. Donc ce qu'il était parlait plus que le programme. On ne se fait pas élire à une présidentielle sur un programme, seulement sur un projet. Voilà. Mais effectivement, le contexte de l'émission, on comprend ce qu'il veut dire. Il dit, grosso modo, Manuel Valls vient de le redire, nous sommes en train de faire un travail de redressement qui n'a pas été fait
jusqu'à maintenant. Nous prenons notre charge. Robert a tout à fait raison de dire qu'il a une vision du temps. Il pense que le redressement qui fait l'impopularité et les échecs électoraux, à un moment, vont permettre de se représenter devant le pays en disant « Regardez, on a essayé ». Mais c'est l'implicite de ce qu'il dit. Bon Alors justement, vous avez raison de dire. Parce que c'est pas forcément ce qu'on comprend. Hein. C'est l'implicite. Et un des problèmes de François Hollande, c'est que souvent, il fonctionne par implicite, ou quand on le met au pied du mur, il va sortir une petite phrase qui donne sens. Or, notre pays a besoin d'explicite. Et c'est ça, une difficulté entre son tempérament et le contenu de la politique qu'il mène. Ouais, Nathalie Segonde, enfin, oui. Ce qui est frappant, c'est qu'il est tout le temps, depuis qu'il prend la parole, il parle beaucoup, François Hollande, il demande toujours du temps. Qu'on lui donne du temps. Oui, 2017, et 50, le quinquennat, il n'y a pas de temps par définition, c'est le quinquennat. Dans le Caucase, il nous l'a dit aussi, il nous parlait de Poutine, il nous dit Poutine, lui, il a le temps. Il a 10 ans devant lui, il sait que dans 10 ans, il sera encore là. Et nous, sous-entendu Merkel et moi, nous, on ne sait pas où on sera dans 3 ans. C'est-à-dire il vit sous cette contrainte en permanence, c'est présent en permanence à son esprit. Et du coup, il en était content de cette intervention, parce que c'est vrai que quand on la voit, l'impression, moi je pense que c'est quelque chose qui a surpris, c'est un peu l'impression qu'on a pu avoir. Lui, il a été a posteriori. Oui, après, il en était très content parce que Bourdin, le style Bourdin, lui a permis de sortir, lui, de son côté techno, qui s'enfonce dans des explications que les Français ne comprennent pas. Là, il estime avoir été clair, avoir été direct, avoir été franc, avoir pu tenir un langage de vérité accessible aux Français. Ce qui n'est pas gagné quand on regarde ces longues prestations télévisées précédentes. Oui, très technique, effectivement. Effectivement, il y a un progrès. Et puis, il était effectivement dans l'émission, une émission qu'affectionne particulièrement Manuel Valls, qui se fait souvent interviewer par Bourdin. Je ne sais pas s'il y a un lien aussi, Laurent Bouvet, sur la manière dont ça peut être reçu. Un président... qu'on apprécie ou pas les institutions de la Ve République, mais encore une fois, n'a pas seulement une fonction de représentation, ou, ce qu'a dit Stéphane plus tôt, une fonction de narration, c'est-à-dire de raconter ce qui est en train de se faire, ce que vit le pays, etc. Il a aussi donc une fonction d'incarnation. C'est une troisième fonction qui est essentielle, c'est une fonction verticale. C'est à lui de dire pourquoi il a gagné en 2012. Pourquoi et comment il a gagné. C'est à lui, pas sans doute les Français pensent que j'ai gagné parce que j'ai fait ça, ça et ça. Et il se rattrape après d'ailleurs dans l'extrait que vous avez passé. Il redevient le président qui explique. Pour vous, il trébuche un peu. Parce que sa parole, c'est à lui de dire. Et d'ailleurs, les Français, là où je rejoins tout à fait Stéphane Rosès, demandent qu'on leur dise les choses explicitement et clairement, et que le président le fasse. On va passer à l'expression. Je crois que c'est tout le sens même du choix de ce type d'émission. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un déficit de dialogue direct avec les Français. Et c'est effectivement à lui de parler, quelle que soit la situation et la composition des gouvernements et des institutions. Je crois que les Français, effectivement, attendent qu'il leur parle. Et on fait même dans les expressions... Cette mise en scène, dans les expressions télévisées d'ailleurs. Etc. Les auditeurs, c'est une manière de reconstituer un dialogue. Et dans les expressions télévisées d'ailleurs, c'est souvent dans les conférences de presse, parce qu'il y a le sentiment finalement d'avoir, certes les journalistes, mais finalement d'avoir quelque chose qui est très, très direct, où il est souvent dans les meilleures conditions. En tout cas, ça contraste, parce qu'on a recherché comment la première année à l'Élysée avait été traitée, on va dire, par le président. Et alors là, ça tranche pour le coup énormément. Regardez un reportage justement du jour du premier anniversaire de l'élection de François Hollande à l'Élysée. Là, pas de confession médiatique, mais un séminaire et un mot d'ordre. Madame Lebranchu, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour les 1 an? Le ton est donné. Pour ce premier anniversaire, François Hollande et le gouvernement veulent montrer l'image d'une équipe au travail. Autour de la table, tous les ministres pour 4 heures d'un séminaire gouvernemental placé sous le signe de l'espoir par François Hollande dans une courte introduction. L'année qui vient doit être celle des résultats. Je dis bien des résultats. Sur le chômage, le logement, l'école, mais aussi le retour de la croissance, sur la maîtrise de la dépense et donc sur le niveau des prélèvements. Pour François Hollande, le quinquennat quitte la phase du redressement pour entrer dans celle du dépassement. Voilà, alors on dirait, je vois comme ça intuitivement qu'il y a des sujets qui vieillissent mal, des reportages qui vieillissent mal. On est passé de l'Union soviétique à la Maison-Blanche en 1 an en fait. Pour vous, là, ce qu'il a fait il y a 1 an, c'était raté totalement. C'est vrai qu'à ce côté, cette année doit être celle du résultat, on prend des engagements très fermes, après le redressement. C'est contradictoire. Il y a une contradiction. Enfin, c'est un problème il y avait l'implicite tout à l'heure.
valeurs dont on a parlé, qui est une caractéristique, l'humour, l'implicite, qui est une caractéristique de François Hollande. Et là, il y a aussi souvent, il n'est pas le seul, hein, mais la contradiction. C'est-à-dire qu'il ne cesse de demander du temps, il ne cesse de dire qu'il inscrit son action dans le quinquennat, que c'est au bout de 5 ans qu'on le jugera, etc. Et puis là, on le voit au bout d'un an, et comme il le fait souvent par ailleurs, ou le font souvent ses ministres, ou les porte-paroles, disons, X ou Y de François Hollande, de dire il faut des résultats, on a des résultats, la courbe va s'inverser, ça y est, c'est bon, elle s'est inversée, on y est, ça y est, maintenant c'est le mois prochain. Enfin, on ne sait plus où on en est. Et puis, ce qui rejoint aussi exactement la même problématique, la succession, là, ça s'est un peu calmé, on est sur une sorte de stabilité, sans mauvais jeu de mots avec le pacte de stabilité, mais enfin, il y a eu une succession de pactes, de chocs, avec du branding en bon français, avec choc de machin, choc de trucs. On ne savait plus où on en était. Donc je crois qu'il faut qu'il essaie, enfin, il me semble, de trouver une forme de calme et de stabilité, d'inscrire effectivement son action dans la durée. Il y avait une contradiction, c'est vrai. Il faut quelqu'un qui demande du temps, de dire ça y est, là, la première année est finie, on va faire ça, on promet ça pendant 3 jours. Elle tient aussi au rapport au temps. C'est-à-dire que il a une vision qu'on peut admettre ou contester de l'évolution. Il a un logiciel de pensée qui est celui des cycles, donc il pense que tout ça va finir par... Donc il a une vision... Oui, mais justement, je poursuis. Il a donc une vision qui est une vision, on va dire, à minima de moyen terme. Et en revanche, effectivement, il cède à une pression de communication de court terme. Et donc il est constamment, effectivement, aux prises à cette contradiction, en étant capable de raconter quelque chose qui effectivement joue sur le terme, joue sur le quinquennat ou les 3 ans qui restent à vivre de ce quinquennat, et en même temps, il cède à la pression de la communication de court terme, et effectivement, c'est dans la pression de communication de court terme qu'il prend des engagements à court terme. Des engagements de ce type-là, et effectivement, il accumule des réponses souvent, mais je crois que c'est très différent depuis quelques semaines, des réponses qui sont aussi des réponses de court terme. Alors ça a changé, vous dites, la question c'est pourquoi, Nathalie Segonne? Effectivement, je pense que l'arrivée de Manuel Valls à Matignon le pique aux fesses, si j'ose dire. C'est-à-dire que là, il se dit, il faut... Jean-Marc Ayrault était très confortable. Pour lui, Jean-Marc Ayrault ne faisait rien, ne communiquait pas, donc François Hollande ne pouvait en faire autant. Là, il est challengé par Manuel Valls, et donc il est obligé de bouger. Donc il a pris quelqu'un qui, honnêtement, est bien plus professionnel que les équipes précédentes, et nous, on le ressent tous les jours. D'accord, à la communication de l'Élysée. Pour la communication, et on voit un vrai changement. Mais sauf que François Hollande reste François Hollande. C'est-à-dire qu'on voit une professionnalisation autour de lui. Les 2 ans de l'arrivée à l'Élysée sont bien plus professionnels, entre guillemets, au niveau communication que les 1 an, il n'y a pas photo. Mais lui, Hollande est toujours le même, les résultats sortent toujours pas, ça sort toujours pas de terre, enfin, le chômage, voilà, c'est ça le problème. Donc là, la communication apparaît de plus en plus comme un habillage pour masquer l'absence de résultats. Vous dites aussi que c'est Manuel Valls qui l'a fait changer, vous dites qu'il vient de changer, ça vient de changer. Là, il y a quand même une façon de percevoir les choses qui m'apparaît quand même assez incomplète, c'est-à-dire ce qui a changé, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a le Premier ministre, il y a une équipe à l'Élysée qui a été profondément remaniée, le secrétaire général, le leader du Parti socialiste, des Verts qui ne sont plus au gouvernement. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et c'est comme si ces changements ne devaient rien à François Hollande. Mais ils doivent beaucoup à François Hollande, ils doivent même tout à François Hollande d'une part. Oui, et le fait de faire ça, fait de faire ça aussi signifie quand même que tous ceux qui pensent qu'il était ancré dans l'immobilier, c'est pas capable de faire ça, ça montre qu'il a déjà changé. Alors, est-ce qu'il a changé suffisamment par rapport à la nouvelle organisation, à la nouvelle équipe, au nouveau mode et à la personnalité de Manuel Valls? Ça, on le verra dans l'avenir, mais je crois qu'on ne peut pas passer complètement par perte des profits comme si les changements étaient venus de nulle part. Il y a d'autres sur le changement, effectivement, je crois que c'est très clair, mais changement contraint et forcé. Or, c'est un autre aspect qu'on n'a pas signalé de la personnalité de François Hollande, c'est qu'il a horreur d'être contraint et forcé. C'est-à-dire qu'il a horreur d'être dans un coin et d'être obligé de se battre de la manière dont on le vit. Et donc ça veut dire qu'effectivement on va voir ce que ça donne, mais il faut bien voir ça. C'est-à-dire que ce changement n'a pas été une volonté préparée à l'avance, que la deuxième étape devait se dérouler ainsi. Ça a quand même été fait en partie on voit les sujets dans la précipitation. Et Manuel Valls, parce que c'était le seul
comme on dit désormais avec des guillemets, j'aime pas cette expression, mais en situation de pouvoir être Premier ministre. Alors, donc il a été contraint à ce qu'il a choisi de changer. Vous allez nous dire si le changement dont on va parler était contraint ou pas. Hein. C'est celui de la gestion, entre guillemets, comme on dit, et de la mise en scène des déplacements présidentiels. Alors le 6 mai, hein, pour ses 2 ans à l'Élysée, François Hollande s'est aussi rendu en banlieue parisienne, à Villiers-le-Bel, avec un nouveau style, hein, ce qu'avaient pointé les reportages. On regarde. François Hollande de retour sur le terrain, au contact des Français. Mais des Français sélectionnés. Pas question de risquer des sifflets en ce jour symbolique. Aujourd'hui, il s'enferme avec une quarantaine de jeunes apprentis en banlieue. Je vois quelques enseignants quand même. On peut les deviner. Visite des ateliers d'un centre d'apprentissage. François Hollande retrouve sa bonhomie, prend le temps de dialoguer. Ça te plaît? Mais ça me plaît. Bon. Depuis tout petit, je voulais faire ça. Bon, et voilà. Et ce qu'il faut, c'est aussi suivre les enseignements généraux, hein, pour que très important. au-delà de la qualification, tu puisses avoir aussi le niveau général. Ça, c'est important. Un président qui veut aussi montrer qu'il n'a pas oublié ses fondamentaux. D'accord. Et la guimauve, c'est la première fois? Oui. Bon, ça a marché, hein, visiblement. Hein. Faut goûter. Ah là là. La jeunesse, son principal thème de campagne. Aujourd'hui, il n'est pas venu les mains vides. Il promet une réforme du permis de conduire. Voilà, des jeunes apprentis sympas et bien élevés qui offrent de la guimauve au président. Ça change des derniers déplacements à Carmaux, par exemple, un mois auparavant, même pas un mois auparavant. La voiture du président de la République arrive sous les huées. Bonjour, président. Bonjour. Je vais voir là-bas. François Hollande décide de traverser la rue et d'affronter les quelques mécontents qui ont décidé de lui parler franchement. On n'a pas ici à vous le moment. Eh bien, il faut qu'on travaille. Hein. J'ai 51 ans, je suis au chômage, je suis à Carmaux, j'étais à Montpellier. J'ai cru en vous, monsieur. Vous êtes venu à Carmaux il y a 2 ans et vous ne tenez pas vos promesses. Non, vous ne tenez pas dans le sens. Monsieur le Président, pensez à nous, pensez à nous. Jaurès, il ne parlait pas comme vous. Et vous venez le saluer aujourd'hui. Monsieur le Président, pensez-y, pensez-y. Des chômeurs et des retraités contrariés par les dernières annonces du gouvernement. Vous entendez, il y a beaucoup de retraités qui vous disent... Beaucoup de retraités, je les comprends, ici c'est des petites retraites, c'est pas ceux qui ont des moyens importants, des ressources élevées, qui n'ont pas d'autres revenus que ceux de leur travail, en l'occurrence de leur pension aujourd'hui. Ils sont inquiets. Non, ils demandent simplement qu'il y ait des garanties, c'est ce que fait le gouvernement. Alors, vous disiez un changement, entre guillemets, dos au mur. Hein, vous disiez non, changement, c'est lui qui l'a voulu et impulsé par lui parce que c'est lui qui a changé les choses autour de lui. Là, vous diriez quoi? Changement voulu, changement imposé, changement de situation, tout simplement? En communication, Nathalie Segonde l'a dit, il y a un dispositif qui est plus resserré. À partir du moment où il va au contact des Français, où la chaîne de commandement, Robert Zarader l'a indiqué, et qui a un gouvernement de combat restreint, qui a la conscience que l'année 2014 et surtout 2015 va être au plan économique et social très difficile, il y a un resserrement et effectivement un président qui est obligé d'instaurer un contact, je dirais, direct et amical avec les Français, en tout cas d'empathie, c'est-à-dire il dit à Manuel Valls sans cesse dans ses interventions, je demande au gouvernement de allez-y, avancez, et puis il fait un peu comme en son temps François Mitterrand, c'est-à-dire il est là pour écouter le quotidien des Français. Alors le dispositif qui est un peu, il faut voir ce qui Mais dans les deux, passer, je dirais dans les deux extraits là, parce qu'à Carmaux aussi, finalement, il écoute. Et d'ailleurs, la question qu'on peut se poser, même en voyant ces extraits, c'est de se dire, enfin, finalement, qu'est-ce qui est mieux en termes d'image? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux être pris à partie, répondre aux gens, etc., que d'être dans cette espèce de déplacement ultra préparé? L'extrait de Carmaux, alors l'extrait très maîtrisé de la communication en banlieue, bon, le président qui va en banlieue dans un centre d'apprentis, ça c'est très bien, ça a été vu 10 fois, et bon, il le fait très bien. Vous trouvez ça très bien, vous? Non, mais c'est très bien, non, c'est... une litote. Mais c'est bon, ça s'est vu, je crois que ça change rien. Carmaux, c'est plus intéressant. C'est plus intéressant à la fois pour l'extrait que vous avez montré, c'est-à-dire l'interpellation vive, là aussi, c'est une figure assez classique, hein, l'interpellation un peu vive du président. Mais Carmaux, c'était un déplacement très symbolique et raté. Pas pour les interpellations, pour le discours qui a suivi. Car il a fait un discours en citant Jaurès, puisqu'il y allait pour l'année Jaurès, pour le centenaire de l'assassinat de Jean Jaurès. Et il a voulu y aller pour justement le symbole, la gauche, l'histoire de la gauche. Or, il a fait un discours où il a essentiellement justifié la politique qu'il mène, la politique, alors on peut l'appeler de rigueur, d'austérité, peu importe, mais en citant Jaurès à l'appui
de sa politique, tout en disant mais Jaurès n'aurait certainement pas dit ça, je ne veux pas utiliser Jaurès, en faisant sans cesse de la prétérition. En dépendant de faire ce qu'il fait. Alors que, et ça c'était très mauvais, et ça a été très très mal reçu, et je pense que cet ensemble Carmot était en soi une mauvaise idée. Pourtant, ce en que les gens retiennent, c'est d'accord, les interpellations. Robert Zarader, oui. Je crois qu'objectivement, là, on est sur l'exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire à tout point de vue sur Carmot. Et sur la visite avant, je pense que effectivement, ça a une importance relativement réduite et on l'a vu souvent. Sur Carmot, il faut regarder de manière assez concrète ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, on est encore sur une image d'un président qu'on va laisser déambuler et un peu n'importe comment. 2, il faut bien voir que dans les aspects purement logistiques, ils avaient fermé la ville en empêchant les gens d'entrer jusqu'à l'endroit où le président allait s'exprimer. Donc, par définition, les gens étaient assez mécontents de ne pas pouvoir circuler. Donc, on avait créé en plus toutes les conditions objectives pour qu'effectivement on ait ce type de résultat. C'est-à-dire, je ne vois pas comment, avec une organisation pareille, on pouvait éviter ce type de résultat. Et c'est lui qui a voulu changer tout ça ? Je pense, comme l'a dit Stéphane, que les choses aujourd'hui ont changé et que, effectivement, je ne pense pas qu'on puisse, heureusement pour lui, retrouver des situations de la nature. Après, pour ce qui est du discours, je pense que dans tous les cas de figure, dès le moment où le président est dans des situations où les discours sont finalement des formes de figures imposées, très cadrées, avec ce type de référence, etc., effectivement, le fait de les mettre en tension avec ce qui se passe actuellement n'est pas une bonne formule. Oui, c'est très intéressant, Carmot, justement parce que c'est pas cadré par les communicants, etc. C'est qu'on constate, et comme on l'avait constaté à La Roche-sur-Yon un an avant, quand il avait été interpellé par la chômeuse, il est totalement pris de court par ces interpellations des vrais Français entre guillemets, alors que les questions de journalistes, il y en a, je pense, aucune qui peut le prendre. Qui peut le surprendre. Là, à chaque fois, il ne trouve pas les mots pour répondre. Il n'y arrive pas. On se demande, parce que vous dites, bon, Carmot, parce qu'il y a être interpellé, il y a aussi ne pas trouver la bonne réponse, parce que finalement, c'est aussi un exercice un peu d'improvisation. Mais face aux jeunes, et vous dites, cet exercice est moins intéressant, on l'a vu 1000 fois, etc. En même temps, dans ces cas-là, pourquoi le faire? Et puis, quand il répond aux jeunes apprentis, on a l'impression, finalement, qu'il ne sait pas trop quoi leur répondre. Les jeunes sont tout gentils. Voilà, j'ai toujours rêvé de faire ça. Ah oui, bon, ils regardent ailleurs. Enfin, on n'a pas l'impression non plus qu'ils soient hyper à l'aise dans l'échange, dans les deux situations, d'ailleurs. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui est dit sur sa capacité de répondre. Je crois que sa capacité de répondre, effectivement, dans des conditions d'hostilité forte, et par ailleurs, alors là, je dirais, au contraire, dans une certaine mesure, ça a été organisé par les communicants, mais extrêmement mal. C'est-à-dire mais extrêmement mal, parce que effectivement, je dirais que à la fois la façon dont on l'emmène déambuler, etc. Il n'est pas descendu d'une voiture comme ça de manière anecdotique et spontanée, parce que voilà. 2, tout le monde était parqué entre guillemets, donc en état d'énervement, et effectivement tout ça a été organisé de manière extrêmement négative, de manière extrêmement insatisfaisante. D'accord, donc c'est le résultat. Après, sur la capacité à répondre, moi je crois que bien au contraire, mais effectivement pas dans ces situations-là. Parce que quand on regarde d'autres moments passés, quand il va, y compris dans une période extrêmement dure, voir les sidérurgistes et discuter avec eux autour d'une table. Quand il va à Clermont, même si ce n'était pas la bonne journée, discuter aussi avec les gens de Michelin. Quand les gens sortent, 1, ils ont le sentiment d'avoir été écoutés. 2, ils ont obtenu des réponses, même si les sidérurgistes disent que ces réponses sont pas du tout satisfaisantes pour eux. D'accord, mais ils ont l'impression qu'il y a eu un dialogue. D'accord. Ils ont l'impression qu'il y a eu un dialogue, et c'est positif en termes de perception. Si on va au contact des Français, on n'a pas seulement à écouter leurs douleurs et leurs difficultés en disant « oui, je compatis, on fait au mieux ». Si on va au contact des Français, le peuple français étant un peuple politique, on ne se dit pas « je vais faire mon discours important à Jaurès ou à l'intérieur ». C'est-à-dire qu'il faut donner aux Français, y compris au travers des médias, des grilles de lecture sur l'articulation entre les efforts inégalés qui leur sont demandés
Et la perspective pour le pays, y compris, c'est un homme de gauche. Qu'est-ce qui fait que la politique menée actuellement est différente ou pas de la politique antérieure? C'est-à-dire qu'on a le sentiment que quand il va au contact des Français, il se dit, bon, alors il faut que j'écoute les difficultés des Français. Et puis pour Jaurès, là, ça va être le propos noble. Quand je vais voir les syndicalistes en Lorraine, là, évidemment, dans l'aparté, je vais leur expliquer. C'est-à-dire que peut-être qu'il segmente dans son esprit, comme il segmente le temps, il segmente peut-être les publics. Or, un échange de 3 minutes... D'accord, dans tel discours, je réponds aux critiques, absolument. Dans tel discours, j'écoute, sans forcément comme faire si le lien. dans sa tête, n'est-ce pas, il segmentait les publics. D'accord, oui, d'accord, il cloisonne. Bon. Oui, c'est un peu le même sens de réponse. C'est-à-dire que moi, ce que je crois, c'est que effectivement, il faut avoir une vision globale de la communication et ne pas se contenter effectivement de répondre de manière séquentielle à tel ou tel groupe, à tel ou tel segment de la population. Et cette vision globale, il faut la construire. Et c'est ça qui aujourd'hui est une difficulté qu'il a rencontrée, en tout cas au cours des 2 premières années. Alors, on a parlé des changements très récents, là. Il y a eu ce qui avait été pointé, et ce que vous pointiez d'ailleurs, quand on a préparé l'émission, on en a parlé comme étant un moment de changement très important. C'était la fameuse conférence de presse du 14 janvier, une conférence de presse très, très commentée. Conférence de presse difficile, puisqu'elle se déroulait quelques jours après les révélations de Closer sur le président et Julie Gaillet, alors qu'on venait d'apprendre l'hospitalisation de Valérie Trierweiler, ce qui avait valu d'ailleurs quelques questions. On regarde... Et la seconde question tient au fond à l'état de santé de Valérie Trierweiler, qui avait pris à cœur sa fonction de première dame, qui est à l'hôpital, donc elle est toute simple. Comment va-t-elle? Elle se repose et je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Alors certains à l'époque avaient noté la sécheresse du ton de François Hollande à l'égard de celle qui était encore sa compagne, mais ces tourments personnels n'avaient pas empêché un coming out social-démocrate. Regardez. Suis-je un social-démocrate? Oui, au sens où ce pacte de responsabilité, qu'est-ce que c'est d'autre qu'une démarche de compromis social, donc social-démocrate? Je ne suis pas gagné par le libéralisme, c'est tout le contraire, puisque c'est l'État qui prend l'initiative et qui fait en sorte que nous puissions renforcer notre pacte productif. On sait que vous êtes socialiste, que vous êtes européen, mais pourquoi vous ne dites pas « je suis social-démocrate » ? Toujours peur d'être mal compris. Enfin, ceux qui n'ont pas compris que j'étais social-démocrate peuvent encore poser une question. Voilà, et là, le ton est plus souriant. Ce changement, effectivement, avait été très signalé à l'époque. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste, finalement? Est-ce que, Robert Sarader... Je crois qu'il en reste beaucoup de choses, parce que, effectivement, c'est en fait une séquence qui démarre ce qu'on a vécu de manière accélérée depuis début avril. C'est-à-dire que c'est un moment où, effectivement, il va commencer à définir les conditions de la deuxième étape qu'il veut construire avec une organisation différente. Cette deuxième étape, elle a aussi une dimension un peu différente de la première, parce que, alors qu'il avait évité de cette réponse sur la social-démocratie, la conférence de presse précédente. Qu'on lui pose à chaque fois qu'il avait été dire en Allemagne devant le SPD. Il met en avant effectivement les éléments qui constitutifs du dialogue social dans la construction du pacte de responsabilité, et il s'engage effectivement dans une ligne qui va l'amener, y compris progressivement, à modifier ses équipes. D'accord, mais en même temps, quand on voit là tous les extraits qu'on a vus depuis le début de l'émission qui se déroulent après cette conférence de presse, on n'a pas l'impression non plus qu'il y a eu un véritable tournant dans la manière d'être, de faire de la politique, c'est-à-dire qu'il faut, pour que quelque chose même si là, il assume effectivement ce tournant social-démocrate. Ce tournant. Mais vous voyez bien comment fonctionne le président de la République. Dès le départ, dès la campagne, il y a une politique de l'offre. Dès le discours de Toulon, Jean-Marc Ayrault fait le travail avant même le pacte de responsabilité. Mais il ne le disait pas. Là, il le dit, c'est ça le changement. Et bizarrement, quand Jean-Marc Ayrault dit nouveau modèle français, les gens disent mais ça aurait été à François Hollande de dire ça. Mais là, lors de cette conférence de presse, le président assume. Ensuite, il y a la constance des propos. Et là, il y a une difficulté. On va voir si dans la nouvelle séquence, le président décline avec constance le propos social-démocrate en lui donnant cher, mais en communication, il faut sans cesse répéter. Sur ce plan-là. Oui, il est constant dans ce qu'il fait.
Dans le discours, c'est moins évident. Il a tendance à faire les choses ponctuellement, comme il jette des cailloux. D'accord, au coup par coup. Alors justement, pour terminer, vous parlez justement de la constance et des évolutions, voire parfois des revirements. Alors ça s'illustre peut-être à propos des relations franco-allemandes, des discours concernant la France et l'Allemagne. Je voulais reprendre quelques moments clés. Discours d'abord à l'égard de l'Europe et d'Angela Merkel en mars, enfin au printemps 2013. On est dans cette tension amicale avec l'Allemagne, qui, comme vous le savez, Mme Merkel, elle n'a pas les mêmes idées que moi, mais nous avons une obligation, tous les deux, faire que l'Europe puisse avancer. Alors là, nous avons maintenant un débat. Sur la rigueur. Sur la rigueur. Je suis européen. C'est parce que je suis européen que je ne veux pas que l'Europe soit la maison de redressement. Je suis pour le redressement, pas pour la maison de redressement. Voilà, pas pour la maison de redressement. Alors à l'époque, ça avait été très mal pris en Allemagne, hein, ce petit tacle. Alors ensuite, les relations franco-allemandes s'étaient bien réchauffées, hein, malgré la pluie. Un voyage très amical entre la chancelière allemande et le président français. C'était pendant la campagne des européennes, d'ailleurs, début mai 2014. Malgré la pluie, la chancelière veut réchauffer les relations franco-allemandes. Visite informelle, mais surtout privilège rare pour un chef d'État étranger. En plus des discussions, nous avons la chance de découvrir ces territoires qui sont les nôtres. Nous allons utiliser ce moment de détente pour avoir des discussions libres, comme nous les avons d'ailleurs depuis 2 ans, qui nous mènent sur le chemin de la nouvelle Europe, celle que nous voulons construire ensemble. Mais d'abord, c'est un geste que tu me fais à moi, mais que tu fais à l'ensemble du peuple français. Voilà, et là, il la tutoie. Enfin, ça avait été pointé dans la presse à l'époque. Mais alors, depuis les élections européennes, avec notamment le succès du Front National et la déroute socialiste, on a l'impression qu'on a un nouveau changement de braquet du président. C'est du moins ce qu'il apparaissait lors de son allocution au lendemain des élections européennes. Mon devoir, c'est de réformer la France et de réorienter l'Europe. L'Europe, elle a réussi, notamment depuis 2 ans, à surmonter la crise de la zone euro. Elle était proche de l'éclatement, mais à quel prix? Celui d'une austérité qui a fini par décourager les peuples. Aussi, demain, pas plus tard que demain, au Conseil européen, je réaffirmerai que la priorité, c'est la croissance, c'est l'emploi, c'est l'investissement. L'Europe, elle est devenue illisible, j'en suis conscient, lointaine, et pour tout dire incompréhensible, même pour les États. Ça ne peut plus durer. Voilà, et quand on sait que c'est Mme Merkel qui incarne cette austérité, on se demande là aussi s'il n'y a pas des changements de pied qui font qu'on comprend plus très bien. Il dit l'austérité ne nous est pas imposée. C'est pas parce qu'il y a l'austérité en Europe que nous faisons ce que nous avons à faire. Nous devons le faire parce que la France doit se redresser. Donc. Et puis après, juste dans l'extrait que vous avez passé, il dit mais cette Europe de l'austérité illisible, on n'y comprend rien. Oui, en disant d'abord on doit faire pour nous et après on nous l'impose. Il a un drapeau européen à côté du drapeau français derrière. C'est un des Européens convaincus dont on sait de l'oriste historique, etc. Qui a fait beaucoup campagne sur l'Europe, etc. Qui dit mais cette Europe elle est illisible, cette Europe c'est l'austérité, etc. Puis en même temps non, il nous impose rien, mais nous on fait aussi quand même l'austérité, le redressement. Vous dites contradiction aussi dans l'instant même, à l'intérieur de cette allocution. Incompréhensible. C'est-à-dire qu'il y a une contradiction fondamentale, si on veut vraiment résumer au fond, entre le propos et ce qui est fait. C'est pas juste les paroles pour enfumer tout le monde, etc. C'est qu'il y a une contradiction fondamentale. Comment veut-on comprendre ce que le président de la République veut faire pour l'Europe, cette Europe dont il est un des membres, dont il est quelqu'un de fondamentalement convaincu, enfin il en est convaincu, etc., alors qu'il lui casse du sucre sur le dos et qu'il fait la politique qu'il casse dans son propre pays. On a bien compris avec cette allocution, vous dites qu'il se contredit à l'intérieur même de l'allocution, au-delà même des sur le plan formel, elle était mieux que les autres, mais alors sur le fond, sur le plan formel, oui, d'ailleurs sur le plan formel, on pointait en préparant l'émission, c'est vrai qu'il s'est mis devant la bibliothèque, c'est la première fois qu'on le voit devant cette bibliothèque, que ça rappelle François Mitterrand, voilà. Gestuelle aussi. Oui, sur le fond, il est quand même juste obligé de tenir compte d'une toute petite chose qui s'est passée, c'est le Front National en tête
en France et l'arrivée de 150 élus populistes au Parlement européen. Et là, il a un argument, je ne vois pas de contradiction moi dans son discours, il a un argument, et cet argument, il est en train de le rôder à la télévision chez nous le lundi soir, c'est ça ne peut pas durer, on ne peut pas continuer comme ça, il faut qu'il y ait une politique de relance de la croissance au niveau européen. Qu'il avait déjà dit, en fait, dès qu'il a été élu. Là, il reprend ce discours-là. Il n'a pas obtenu, il l'a pas obtenu, on est d'accord. Là, il a un argument. L'Allemagne est aussi inquiète de la montée du populisme que la France. Et donc là, il y a un argument. L'Europe ne peut pas ne rien faire et ne pas en tenir compte. Effectivement, il revient sur son thème de 2012, réorienter l'Europe, ça n'avait pas marché à l'époque. Les deux propos ne sont pas contradictoires. Je crois que sur le fond, évidemment, que dit François Hollande? Il dit à Angela Merkel, vous voyez bien, on essaye de faire de la réforme structurelle, ça ne peut on en paie le prix lourd électoralement, ça ne peut marcher que si au plan européen, il y a un environnement qui permet la réforme structurelle, sinon c'est la déflation et la fracture de l'Europe. Mais qu'est-ce qui fait le sentiment qu'exprime Laurent Bouvet? Voilà, faites la synthèse entre les deux, allez-y. C'est que le président dit le fond des choses quand il est acculé. Normalement, ce genre de choses, ça se dit avant une élection. Oui, c'était pareil pour les municipales. Donc je termine. Donc, son attitude, c'est quand il ne peut pas faire autrement, il dit des choses, mais il accroît par là même le pessimisme français, parce que les Français, eux, c'est tout le contraire. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. La France doit être maître de son destin. Or, sa façon d'être semble dire que, comme président de la République, il subit l'extérieur. Et c'est ça un des problèmes de fond entre son tempérament et le fond. Bien évidemment, quand il allait voir Mme Merkel, même si on comprend qu'il s'arme mentalement avant d'aller voir l'Allemagne. Robert Zarader. Objectivement, quand même, il a essayé de réorienter les choses à son arrivée. 2, je crois que c'est un peu quand même aussi simpliste de considérer qu'il n'y a pas aussi une bonne nouvelle, quel que soit le rapport de force qu'il peut imprimer. Parce que Mme Merkel n'est plus non plus dans la même situation politique en Allemagne. Il faut quand même aussi intégrer cette dimension-là. Elle n'est même plus d'ailleurs, y compris par rapport aux élections européennes. Parce que malgré tout, même si elle est en tête, elle est dans une situation qui est beaucoup plus défavorable que celle qui était la précédente. Donc je pense qu'effectivement, il y a des situations aujourd'hui politiques qui peuvent permettre peut-être de reprendre le stylo, probablement pas où il l'avait laissé il y a 2 ans, mais de le reprendre. Après, on a aussi commencé à entendre des critiques sur, à la fois, surtout sur le fond de l'intervention. Mais qu'aurait-on dit s'il n'était pas intervenu ? C'est-à-dire qu'aurait-on dit s'il était contraint aujourd'hui, s'il avait fait enjamber, comme certains prétendent, cette échéance, avec le résultat qu'on a connu. Franchement, c'est pas sérieux. Mais alors après, il y a les deux choses. C'est ce que vous dites, il en profite pour revenir. Finalement, il y a une opportunité. Il fait judo, il y a une opportunité. Je vais revenir sur ce que je voulais faire en 2012, que je n'avais pas pu faire. Ou alors, effectivement, c'est un peu les deux. Ou alors, il donne l'impression d'être complètement acculé et de réagir de manière, de réagir aux événements. C'est-à-dire que lui, sans anticiper. Lui, il sait qu'on est, il connaît le rapport de force au niveau européen. Il sait qu'on n'est que la France. Voilà, qu'on est l'homme malade de l'Europe, ou on passe de devenir l'homme malade de l'Europe. On n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls. Il y a Matteo Renzi qui commence à nouveau à bouger positivement. Alors attendez, est-ce que là, on arrive à la fin de l'émission donc on laisse qu'on va demander une politique de croissance au niveau européen et qu'on va l'obtenir parce qu'on est la France et qu'on est fort. Non, c'est ce qu'il profite du nouveau rapport de force et de la montée des populistes pour redire, pour retenir ce discours-là, pour l'utiliser pour l'obtenir. Mais en temps normal, depuis 2 ans, il sait très bien que ce n'est pas le cas. On va venir au mois de la fin. Donc là, vous dites finalement, il essaye de faire judo, ce qui est un peu une constante, qui était un peu parmi des images qu'on peut associer à François Hollande, un peu une constante chez lui. Finalement, au vu de l'émission, en un mot chacun, vrai changement, quels sont les vrais changements et quelles sont les constantes vraiment très rapidement, Robert Zarader et puis les autres. Oui, je crois qu'il y a un vrai changement. Et le premier des changements, c'est qu'il a réussi à imposer le changement des équipes, du Premier ministre, et que de toutes les façons, il a construit. Après, réussira-t-il effectivement un contexte qui est nouveau, y compris qui est négativement nouveau dans les rapports de force au niveau européen, mais dont il peut aussi tirer parti. Oui, vrai changement, la personnalité, la dynamique de Manuel Valls l'oblige, lui, à instaurer un lien direct avec les Français. La continuité, c'est le tempérament, c'est-à-dire que quand François Hollande fait quelque chose politiquement et qu'il le fait justement, c'est en général pour des raisons d'appréciation intellectuelle. On le voit dans ses discours, c'est-à-dire que
que quand il est sur son tempérament, la présidentialité est faible. Et quand il est dans la construction, il fait très très bien les choses. Donc la question, c'est la constance jusqu'à la fin le naturel de sa... ou pas. D'accord, Laurent Bouvet, mot de la fin. Le vrai changement qu'il y a eu là ces derniers temps, c'est effectivement au-delà des équipes, etc., il a été acculé, il l'a fait malgré lui, c'est que tout le monde voit que le roi est nu. C'est-à-dire que ce président n'a plus de levier. Il a utilisé le changement de Premier ministre, qui était sa dernière carte, si on veut. Il n'a plus de levier. Le problème, c'est que ça se voit énormément. D'accord. Voilà. Donc là, maintenant, tout le monde le voit. Et à chaque fois qu'il parle, ça se voit. On le voit. Nathalie Segoud, mot de la fin très rapidement. Il a tout changé sauf lui-même et il ne changera pas. Et il ne changera surtout pas de ligne. Et je pense que son pari, c'est qu'à la fin, on lui en soit gré et qu'on lui en soit reconnaissant et qu'il puisse se représenter. Voilà, en disant qu'il a bien fait de ne pas changer. Merci à tous les quatre, en tout cas, pour ce décryptage des vrais changements et puis des changements d'apparence de François Hollande. Merci à Marie Lebon et à Robin Pandila qui se sont levés tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Diane de Charmas qui s'est couchée tard pour la montée. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir tous les amis en ligne.